Salut à tous, c'est Julien et bienvenue pour un nouvel épisode du développement en pratique. C'est l'épisode 1 sur DxO Photolab. Donc j'ai commencé avec Capture One. J'ai décidé de faire une fois par semaine, je vais essayer de m'y tenir, c'est pas évident, de faire une vidéo où je développe des images. J'improvise clairement, histoire d'être tout à fait honnête et transparent, surtout que vous ayez l'impression de faire les choses en même temps que moi. D'être comme si vous étiez assis à côté, qu'on se mettait à développer une image qui nous plaît et voir où est-ce que cela nous mène. Évidemment, au passage, on verra des techniques de développement sur les différents logiciels qui vont être abordés dans les différents épisodes. J'exclus pas évidemment d'en faire pour Lightroom et Camera Raw, qui sont évidemment les logiciels les plus répandus dans mon audience, mais comme je t'ai déjà dit pour mon épisode sur Capture One, j'ai déjà fait tellement de tutos sur ces logiciels que je vais aussi pas mal privilégier ceux sur lesquels j'ai fait moins de vidéos, assez logiquement. Donc, ici, c'est le premier épisode sur DxO Photolab. J'ai 3 images, donc j'ai un paysage urbain et un portrait qui était réalisé par Tiziana Anesi à Montpellier. Donc, on va commencer par cette première image. C'est une photo qui a été prise, si mes souvenirs sont bons, en Écosse. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais oui, je crois que ça a été pris en Écosse. Et juste, assez étonnamment, le système qui permet de télécharger les profils sur cette image n'a pas fonctionné, parce que je sais pour sûr, j'en suis certain, que cette image n'a pas été prise avec un Canon 30D, ça a été pris avec un 400D, et ça n'a pas été pris avec un 1750, donc il trouve pas, il n'arrive pas à télécharger le profil, donc vous étonnez pas de voir la petite icône ici. Évidemment, pour les autres, on est sur un 6D, voilà, et on est sur un 5D Mark II avec le 28-105, donc vraiment des objectifs qui sont très répandus, donc rien de spécial, mais pour celui-là, c'est une assez vieille image, et j'aime bien redévelopper ou développer des images qui sont un peu passées à la trappe, qui sont anciennes. Dans le premier épisode sur Capture One, je montre une image qui a été prise au 400D justement à Budapest, et dont les détails sont absolument incroyables, parce que les moteurs de développement se sont grandement améliorés, celui de Lightroom s'est amélioré, celui de Capture One s'est amélioré, et évidemment celui de DxO Photolab aussi. Alors ça s'appelait pas Photolab avant, mais les moteurs d'interprétation de fichiers bruts, de dématrissage comme on dit en français, se sont grandement améliorés. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver et révéler des informations avec une finesse qui n'était pas celle d'il y a 10 ans. Et donc ça vaut le coup de se replonger dans ces vieilles photos. Donc sur cette image, quand on regarde l'histogramme, c'est une image qui est assez terne puisqu'on n'a pas vraiment de ton très noir et surtout pas de ton très clair. Mais on voit le potentiel, on voit qu'on a de la matière, on a de la matière sur les feuillages, sur le paysage, sur le ciel, donc on peut essayer de révéler des choses. Donc comme vous le savez, si vous avez suivi ma formation sur tuto.com, mais pour info, vous pouvez aller sur tuto.com et en fait tout bêtement vous tapez Julien Ponce, vous t'attachez et vous allez tomber automatiquement sur mon profil et vous avez ici DxO Photolab dans la liste. Donc j'ai fait plusieurs formations sur le portrait pour bien débuter et pour maîtriser les retouches locales. Et donc vous devriez savoir qu'on a par défaut dans DxO Photolab un pré-réglage qui s'applique. Ils appellent ça un auto-réglage, ça m'a toujours fait rigoler, mais bon. Donc l'auto-réglage par défaut c'est DxO standard. Et vous voyez qu'il y a déjà des trucs qui sont activés, notamment le Smart Lighting qui ici débouche un petit peu les ombres, la réduction du bruit qui est activée aussi évidemment par défaut, et la balance des blancs qui ici ne fait pas grand chose, mais c'est surtout le Smart Lighting qui va être le plus important. Donc ici on pourrait aller dans lumière et aller dans tonalité sélective, et moi ce que je vais faire c'est déboucher encore un petit peu plus les ombres pour mettre quand même à niveau le premier plan avec le reste. Et on va voir si au niveau des hautes lumières, on peut pas les compenser. Alors d'abord, on va envoyer un petit peu plus de lumière d'une manière globale, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que, et on va aussi envoyer du contraste. Donc pour ce faire, hop, on va activer contraste. Et on va activer... alors la compensation d'exposition, peut-être pas, parce qu'on n'a pas vraiment besoin ici, on a juste déjà compensé avec les ombres. Donc je vais déjà envoyer du contraste, on va voir pour essayer de retrouver un peu de couleur quand même. Que les noirs soient bien noirs et les blancs bien blancs. Je pense pas avoir écreuté quoi que ce soit, donc on n'aura peut-être pas besoin de compenser sur les hautes lumières. Et je vais aller en fait dans la courbe des tons et je vais pousser un peu l'exposition des hautes lumières. On va même aller plutôt vers les tons moyens histoire d'avoir un peu plus de lumière sur cette image. Et vous voyez que voilà, on a retrouvé pas mal de matière. Regardez le avant-après, c'était quand même assez même flagrant d'ailleurs. Alors si vous pensez que le ciel pourrait afficher plus de détails, j'ai envie de dire vous avez pas tort. Donc on va peut-être prendre réglages locaux. Alors vous savez qu'avec le clic droit on a un système qui est pas mal dans DxO. On peut faire par exemple un filtre gradué et venir
peindre le ciel. Et là-dessus, je pense qu'on peut, on peut faire plusieurs choses. On va voir si on peut récupérer dans les hautes lumières pour le rendre peut-être un peu plus menaçant. On peut peut-être accentuer le contraste. Peut-être si je descends légèrement l'exposition pour le rendre un tout petit peu plus menaçant, voilà. Histoire de le rendre un peu plus présent en fait. Et si on va, si mes souvenirs sont bons, tac, ici, on va peut-être accentuer un tout petit peu la netteté. J'aimerais bien en fait retrouver de la texture, mais bon, c'est les micro-contrastes voilà, qui vont faire sortir la texture que je veux et pas la netteté. J'ai envie de voir les nuages en fait, tout simplement. Hein. Et c'est un peu gris, on peut peut-être... alors c'est pas le but, c'est pas d'avoir une carte postale d'île tropicale, mais ça fait quand même une assez grosse masse grise. Peut-être qu'on peut légèrement teinter en rendant la température un poil plus froide. Parce que clairement l'ambiance de cette photo, c'est d'être un peu froid, voilà. Et on va juste teinter le gris, histoire que ce soit pas complètement gris. Donc quand on a fini, on peut cliquer sur fermer. Et vous voyez qu'on a rendu le ciel un peu plus présent avec une légère teinte de bleu pour reprendre ce qu'on a sur le paysage. Alors ici c'est évident que si on zoome, on va retrouver un petit peu de bruit, puisque c'est quand même pas un appareil photo de ouf qu'on a utilisé là-dessus. Donc si on se rend dans le détail, on voit que la réduction du bruit est activée, et qu'il s'agit de la réduction du bruit par défaut. Si vous avez la chance d'avoir Prime, vous pouvez activer Prime, et dans ce cas-là, ça ne s'affichera évidemment qu'au moment de l'exportation ou dans cette petite fenêtre. Mais déjà, la réduction du bruit par défaut est quand même plutôt bonne. Alors, si on regarde, ici on se rend compte qu'on a une légère aberration chromatique, elle est quand même pas monstrueuse, elle a déjà été en partie corrigée. Donc si je désactive, il n'y a pas grand chose qui bouge sur cette photo, donc en l'occurrence, je ne sais pas s'il a bien visé, mais on voit voilà, qu'il y a une légère teinte. Donc vous voyez ici l'aberration chromatique latérale a été grisée. Donc vu que j'ai pas les profils en plus d'installer pour cette comment dire, combinaison de boîtier plus objectif, forcément ça va être compliqué. Donc en gros je pense que sans avoir téléchargé le profil ici il va pas se passer grand chose malheureusement. En plus bon je sais plus, c'est un vieux, ça doit être un 1855 de kit, enfin c'est vraiment pas dingue hein. Donc là-dessus on va peut-être avoir un problème et c'est pour ça qu'il y a encore de la frange ici qui apparaît. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, on est dans un cas particulier en fait, on est dans le cas où on est tombé sur un truc qui n'a pas été téléchargé, donc il faut savoir qu'au DxO, tout est basé là-dessus. Hein. Ça n'empêche pas le logiciel de fonctionner, mais pour tout ce qui est correction optique, évidemment, si le profil n'a pas été téléchargé, on va pas pouvoir faire grand-chose. En tout cas, pour le bruit, c'est plutôt pas mal. Il en reste à peine un peu, mais compte tenu de... regardez le avant-après, c'était complètement noir. Donc là, pour le coup, on s'en sort carrément pas mal, quoi. Donc on va revenir hop, à l'affichage écran. C'était juste pour vérifier que le bruit n'avait pas de problème. Donc maintenant, peut-être qu'on peut aller dans couleurs, voir accentuation des couleurs, et envoyer peut-être un tout petit peu de vibrance pour avoir une belle image automnale. Sur ce type de décor, ça va évidemment un peu mieux marcher. Et après, on pourrait aller dans teinte, saturation, luminance. Pourquoi faire ? Pour aller par exemple sur les verts, et on pourrait très légèrement changer un peu l'orientation des verts pour le rendre encore une fois un peu plus automnal, donc c'est-à-dire tirer un peu vers les oranges, on va faire pareil vers les jaunes. Voilà, c'est là où on va vraiment donner une impression d'automne. Je pense que ça marche mieux quand on fait ce type de paysage. On peut mettre la comparaison côte à côte. Voilà, vous voyez que non seulement on a rééclairé, mais maintenant on a révélé de belles couleurs. C'est peut-être un peu triché par rapport à l'image d'origine, mais c'est pas un reportage non plus, hein, c'est une photo de paysage. Donc je raconte bien l'histoire que j'ai envie de raconter. Pour ce décor, ça s'y prête plutôt pas mal. C'est dommage d'avoir cette espèce de touffe d'herbe qui dépasse ici au niveau du cadrage, parce que ça fait un petit truc qui vient perturber le regard. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, on pourrait peut-être faire un recadrage légèrement au-dessus, ici, à la base des arbres, mais ouais, c'est dommage de pas avoir... J'aurais peut-être dû plus franchement aller vers le bas, quitte à assumer d'avoir un premier plan avec un peu d'herbe, plutôt que d'être coupé à moitié comme ça. Donc au niveau du cadrage, malheureusement, je suis pas hyper satisfait. On pourrait peut-être basculer sur un cadrage 16/9, comme si c'était une image vidéo, et couper un peu de ciel, et couper ici un petit peu en bas, mais voilà, je vous laisse décider, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sur cette image, typiquement, je m'arrêterai là. Et encore une fois, je trouve qu'on a fait quand même pas mal de chemin, c'était très terne, il n'y avait pas grand chose à voir. Mais la matière était là, et DxO a su bien exploiter tout ça. Regardez, si on va à 100%, on a quand même du piqué, c'est quand même assez riche en détails. Et
pour un appareil photo aussi vieux, moi je trouve ça assez miraculeux quand même. Regardez, ça a été pris le 15 septembre 2009 à 6h38. Je suis pas sûr pour l'heure par contre, mais j'ai pas souvenir m'être levé aussitôt. Mais ouais, c'est quand même un appareil photo qui est assez ancien. Et encore une fois, bizarrement, je suis à 99% certain que ce n'est pas un 30D puisque je n'ai jamais eu de Canon 30D. Donc voilà. Donc voilà pour cette image, on va passer à la suivante. Donc ce que je vais faire, c'est activer, hop, boum, le petit voyant pour dire que celle-là, elle est verte. Moi, quand c'est vert, ça veut dire que c'est développé. Et je vais lui mettre, on va lui mettre 4 étoiles, on va être gentil. On va se remettre en affichage écran. Donc là, en termes d'exposition, on va remonter histoire de voir l'histogramme, mais on est plutôt pas mal. Si on regarde l'histogramme, hop, en L, donc luminance, vous voyez que on n'aura pas de zone bouchée, c'est sûr, on n'a pas de zone sur écrotée sur les blancs non plus, donc ça c'est cool. Donc en termes d'exposition, ici, il n'y a pas grand chose à faire. Comment on peut rendre le sujet plus intéressant? Alors moi, je pensais sur cette image travailler en noir et blanc, pour vraiment avoir parce que bon, l'essentiel est gris, de toute façon, du sujet déjà, et on a une bleue, une dominante bleue ici, évidemment, avec Tower Bridge. Donc ça peut valoir le coup de travailler en noir et blanc. Bon, néanmoins, on va commencer par faire une version en couleur. Donc, typiquement, j'irai dans Lumière. Je passe pas vraiment, moi, par les outils essentiels. Je vais directement dans Lumière et je fais mes trucs là-dedans. Donc, j'ai pas vraiment de problème d'exposition. Donc, j'ai dit que je voulais contraster pour avoir des couleurs un petit peu plus crues. Et pousser le micro-contraste pour vraiment faire ressortir de la texture. Donc là, ça roule. On est plutôt bien. On va continuer à descendre. Le vignettage, bon, pour l'instant, moi, ça me préoccupe pas plus que ça. Et je pourrais dire que j'ai une version couleur qui me va bien. Alors si vous avez la chance d'avoir les Filmpack installés, on peut continuer à travailler avec certains petits trucs en plus. On pourrait par exemple, ici, alors pas rendu des couleurs, je vais juste aller chercher style virage, voilà. Donc vous pouvez aller chercher un style ici noir et blanc. Donc on va activer le style noir et blanc. Donc vous voyez, on peut pousser l'intensité, donc on va pas aller au-delà de 100, sinon ça va donner un truc bizarre. Et on va pouvoir envoyer un petit peu de grain pour faire un petit effet argentique quand même. Donc là vous pouvez régler plein de choses en ce qui concerne le grain que vous avez choisi. Donc on va se mettre à taille 100% pour pouvoir juger, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Et là vous voyez les détails sont à 100%, c'est vraiment très beau. Avec le 35 f2 de chez Canon, on a vraiment là c'est de la dentelle, vraiment les détails, c'est super cool. Donc c'est vraiment une image qui se prête, je trouve, à faire du noir et blanc. Donc le grain ici est pas hyper violent, donc évidemment si vous vous mettez à 200, tac, on zoom, et que vous grossissez la taille, et surtout que l'on ne met pas grain du film courant, parce que sinon ça va pas marcher, on va mettre film noir et blanc, voilà, maintenant vous verrez mieux. Donc on va pouvoir choisir la taille qui correspond plus ou moins à la fois la taille et la cassure dans Camera Raw, c'est pas tout à fait la même façon de travailler, et évidemment l'intensité qui est ici trop forte. Mais on est à 330%, on va se remettre à 1 pour 1, donc là à 100%, et on voit que le ciel, il commence à y avoir un petit peu de granulé, c'est peut-être encore un peu fort, on va se mettre autour de 100. Et voilà, j'ai un noir et blanc qui fait vraiment un peu plus crédible. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment une image qui se prête au noir et blanc. Personnellement, je vignetterai pas trop cette image. Je vois pas trop l'intérêt de la vignetter puisque elle s'étend. On a un ciel avec de la texture, y compris dans les angles, donc je pense qu'il faut tout montrer. Je sais que le vignettage, ça rend toujours un effet un peu plus. Ça centre évidemment sur le sujet, qui ici justement est au centre, mais vu qu'il sort du champ et qu'il y a de la matière dans le ciel, dans les angles, je vois pas trop l'intérêt de vignetter sur cette image. Et même, vous savez quoi, je pense que il faut pas hésiter sur une image comme ça à jouer le côté cru du noir et blanc. Donc je vais pousser encore le contraste pour vraiment faire quelque chose de vraiment intense. Et si je regarde en haut l'écreutage des pixels les plus clairs et des pixels les plus foncés, il y en a à peine un tout petit peu, mais c'est vraiment très très discret. Donc on a quand même, on n'a pas fait exploser des zones, tout va bien quoi. Donc voilà, encore une fois, si on affiche le avant-après, voilà, on avait une jolie image en couleur de base que l'on a pu sublimer en noir et blanc grâce au moteur de DxO, qui est plutôt bien foutu là aussi à ce niveau-là, il fait des jolis noirs et blancs. Et c'est une image qui fonctionne bien avec le contraste. Donc hop, un petit coup de pastille verte, un petit coup de 4 étoiles, c'est pas très original. Et on va pouvoir passer au portrait sur lequel on va devoir travailler un peu plus en local. Donc ça a été fait en studio à Montpellier par Tiziana Anesi. Et
Donc c'est fait à la softbox, un éclairage assez diffus, mais il y a quand même évidemment le bras qui est le plus proche de la lumière qui est un peu plus clair. Mais bon, en termes d'exposition, il n'y a pas grand chose finalement à faire, donc c'est là où en fait le smart lighting, vous voyez, peut faire une partie du travail en permettant de légèrement corriger l'effet de point chaud que vous pouvez obtenir. Donc c'est une image qui évidemment par le maquillage et par les réglages du setup est peut-être un petit peu chaude, mais on peut compenser en allant dans la balance des blancs. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus neutre. Et cette image, voilà, comme je vous dis, on peut vraiment travailler plutôt en local, donc on va faire réglages locaux, on va faire un clic droit avec le pinceau, et typiquement, moi je vais aller chercher les yeux, la bouche, pour venir donner du détail. Alors, je sais que ça va vous faire marrer quand on voit un masque comme ça, mais ensuite on va prendre, clic droit, tac, la gomme, parce que j'ai peint, alors j'ai fait ça un peu là, vas-y que je te pousse, donc hop, contour progressif, et en particulier ici au niveau de la bouche. Et le but ça va être évidemment d'accentuer les détails. Et voilà, tac. Et je vais reprendre le pinceau pour reprendre avec un contour progressif. Il n'était pas assez progressif mon contour. Alors là je vais annuler parce que j'ai peint un peu trop, enfin j'ai gommé un peu trop. Ok, donc là-dessus, alors typiquement là-dessus, premier onglet, donc la lumière, ici les micro-contrastes, vous voyez que ça permet de vraiment faire ressortir les yeux. Donc le 5D Mark II, vénérable appareil, qui tient toujours le coup même en 2019, surtout quand on a des bons moteurs comme celui de DxO pour interpréter. Donc vous voyez que déjà les détails, le piqué est quand même super cool avec le micro-contraste ici. Donc ça marche vraiment particulièrement bien. Et on va en faire un nouveau masque, histoire de ranger un peu plus. Donc on va cliquer sur ici, nouveau masque, mais on reprend le pinceau. Et ce qu'on va faire, c'est avec une brosse un peu plus large, assez diffuse, même très diffuse, et une opacité un peu réduite, peut-être vraiment travailler les cheveux. Voilà, et sur les cheveux, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va envoyer du micro-contraste. Regardez comme on peut vraiment faire ressortir la chevelure, donc ça c'est vraiment cool. On va mettre autour de 27, histoire de ne pas exagérer. Et on va en faire un nouveau, encore, de masque. Et on va se mettre sur le visage. Donc vous voyez que quand je zoome, la taille de la brosse ne change pas, donc c'est une façon indirecte de régler le pinceau, mais je vais me mettre sur le visage. Donc elle a une très jolie peau, il y a quelques micro-imperfections, mais le maquillage était de bonne qualité. Alors j'ai ce panneau qui s'est affiché, voilà, hop. Et il me manque encore un petit coup par là. On va peut-être zoomer pour passer ici. Donc évidemment tout sauf les yeux, hein, puisque le but ici c'est de diminuer les détails. Donc maintenant que j'ai ça, on va pouvoir prendre le micro-contraste. Et au contraire, ici, le baisser un petit peu. Regardez, si on met 0, voilà, ça fait quelque chose de très très fondu, donc on va peut-être pas mettre autant, mais on va mettre autour de moins 50 à peu près. Et si vraiment vous êtes un immense maniaque, vous pouvez travailler avec le pansement, donc on va cliquer sur fermer, on va zoomer ici très très fort, et on peut enlever les petites imperfections avec une largeur peut-être de pinceau un peu plus large, mais voilà, vous allez pouvoir peindre. Alors, il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous faites ça et le calcul qui est en arrière-plan. Accessoirement, je suis en train d'enregistrer. Vous entendez peut-être normalement, même si je fais une réduction du bruit au micro, que ma machine en arrière-plan est en train de chauffer un tout petit peu. Donc, voilà, si on attend un tout petit peu, il y a un moment où il y a tout qui va dire. Voilà, tac, voilà, c'est assez spectaculaire. Dès qu'il se réveille, il y a tous les petits points de gomme, de correcteur qui apparaissent. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à vraiment tout faire disparaître. Mais bon, elle a déjà quand même une peau. C'est vraiment pas des gros détails. Encore une fois, qui verra cette image à 286%, toujours garder à l'esprit de où sera vue votre image. Voilà, si vous publiez ça sur Instagram, il n'y a jamais personne qui verra des détails d'aussi près. De la même façon que dans la vraie vie, vous n'avez pas un capteur de 30 millions de pixels dans vos yeux, donc voilà, vous verrez jamais ces trucs-là. Quand on affiche cette image à une taille normale, telle qu'elle sera vue probablement sur internet, il est évident que vous verrez pas tout ça, et en plus ça fait partie des défauts normaux sur une peau. On va le laisser calculer. On enlève en gros le plus gros, mais je suis pas un fan à moi de passer 1000 ans à enlever ces trucs là.
Déjà, si l'image elle s'affiche comme ça, aussi grand sur un site internet, sur votre portfolio, ben, déjà ça fait partie des très grandes tailles et vous voyez qu'on a une texture de peau là qui est déjà très très jolie. Donc on va quand même, juste pour être maniaque, enlever de l'autre côté quand même aussi les quelques petits trucs. Voilà, mais c'est vraiment histoire de chercher du poil sur les œufs parce que voilà, j'estime que le make-up est très bien et elle a une texture de peau qui est très jolie. On va laisser calculer et on devrait être plus très loin. C'est un peu dommage de ne pas avoir de meilleures performances, mais bon, pour être honnête, Lightroom fait pas vraiment mieux. Capture One fait pas vraiment mieux non plus. Le correcteur de Capture One, il est vraiment pas dingue. Le seul qui est vraiment cool, c'est celui de On One qui est vraiment pas mal, mais pareil, ça manque. Adobe par exemple, qui a la technologie du contenu pris en compte, c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas mis dans Camera Raw et Lightroom, quoi, qu'on soit obligé d'utiliser Photoshop, parce que le correcteur de Lightroom, ça fait des années qu'il n'a pas bougé, et Capture One n'a pas non plus amélioré cet aspect-là, et DxO non plus, donc en termes de correction, tout le monde, je pense, a pris l'idée en disant, bah, de toute façon, les photographes, ils vont aller ailleurs pour faire ça, ils vont aller faire leur dodge and burn dans Photoshop ou dans Affinity, donc de toute façon, voilà, on n'a qu'à pas s'embêter, donc moi je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé... J'aurais quand même plutôt aimé qu'on n'ait pas à aller ailleurs pour faire ça. Alors il reste quand même un point sur la main qui est très très clair par rapport au reste, donc je vais faire un réglage local là-dessus, avec une brosse un peu plus petite, et juste, voilà, je vais envoyer un coup de peinture là-dessus, on va légèrement baisser les hautes lumières, vous voyez, pour retrouver la matière sur le bras, et sur la main, que ce soit quand même au milieu, au niveau du reste. Et du coup la main est plus rosée que le reste, donc on va faire un clic droit nouveau masque. Ce que je n'ai pas fait, j'ai cliqué sur la gomme, donc nouveau masque. Alors oui, c'est parce que j'ai la pastille ici, donc quand je fais nouveau masque et que je me mets sur pinceau, là, il faut que je fasse bien gaffe de ne pas recliquer sur le même. Donc on va, hop, voilà, sélectionner la main. Il faudrait que je fasse quand même un détourage un peu plus précis, mais pour cette vidéo, je vais me contenter de ça, histoire de ne pas passer 2 heures non plus à faire du détourage. Mais voilà, il faudrait faire gaffe de ne pas prendre le front, parce que là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais bouger la teinte. Et en bougeant la teinte, vous voyez que je vais pouvoir faire basculer la main vers une teinte un peu moins magenta. Et si on prend maintenant la température, un peu plus vers le jaune. Voilà, pour faire quand même le raccord. Donc il faudrait faire gaffe que ça atteigne pas le front. Bon, en vrai, finalement, ça passe, donc c'est cool. On peut cliquer sur fermer, voilà. Histoire d'avoir une continuation, c'est peut-être un poil trop vert finalement, donc on va revenir dessus. Donc on remet réglages locaux, on clique sur la pastille. Et je clique sur fermer, ok, voilà, c'était un petit peu magenta. Et maintenant si vous regardez la comparaison, vous voyez les détails ont quand même, on va zoomer un peu plus quand même, on mange pas de pain, voilà. On avait quand même bien de quoi travailler, là, on avait une belle matière de base, mais il fallait révéler, corriger un peu les petits points chauds, la texture de la peau, et faire ressortir les détails sur les yeux et la bouche. Et pour être tout à fait précis, on a un bout en fait ici, donc c'était pas du nu, voilà, elle avait la poitrine couverte, il reste juste un bout du tissu ici, ce qui peut être un petit peu bizarre. Donc on va prendre le recadrage, on va juste à peine cadrer au-dessus, voilà, et on va cliquer sur fermer. Tac, voilà, histoire d'avoir un cadrage correct. Et voilà pour cette image, ce portrait travaillé dans DxO, vous avez vu que ça va quand même relativement vite, les outils tombent sous le plic. C'est vraiment un logiciel que j'aime bien, pour plein d'autres aspects, j'aime bien aussi Capture One, et je le trouve peut-être un peu plus puissant sur certaines choses. Mais enfin voilà, DxO Photolab fait quand même plein de choses très bien, et c'est surtout, je trouve, c'est surtout la réduction du bruit et les corrections optiques qui sont vraiment dingues dans DxO. Donc ça là-dessus, je pense que la concurrence aura toujours du mal à rattraper ça, parce que ça fait longtemps qu'ils en font leur point fort. Donc à vous de voir en fonction des optiques sur lesquelles vous travaillez si ça vaut vraiment le coup, ou si vous pouvez vous contenter des corrections que font par exemple Camera Raw et Capture One qui font ça aussi très bien, mais bon, DxO là-dessus a toujours été un peu en avance. Et surtout évidemment le débruitage. Par contre, débruitage de Prime, j'ai jamais vu un débruitage aussi bien sur des images que celui de Prime. Bon là on est sur une photo en studio, donc évidemment ça n'a strictement aucun intérêt. Mais même celui de base, le non prime, le haute qualité, le HQ, il est déjà très bien, mais en prime c'est vraiment fou, quoi. Donc si vous faites beaucoup de photos de nuit ou dans des conditions d'éclairage très difficiles, ou de sport,
qui nécessitent d'avoir des shutters très rapides et du coup de pousser les ISO, c'est vrai que DxO a quand même un avantage certain. Donc voilà pour ces 3 images que j'espère en a amené à un bon niveau, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire un épisode, alors je pourrais pas faire un épisode par semaine de chaque logiciel, sinon je vais faire 10 vidéos par semaine, donc ça va être très difficile, mais je vais essayer de continuer à proposer du contenu régulièrement, évidemment, sur ma chaîne, sur DxO, comme sur Capture One, comme sur les autres logiciels. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, il y a des choses que vous aurez fait différemment, si vous avez des petites astuces à partager aussi, n'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être prévenu automatiquement de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas aussi et surtout à faire un petit tour sur tuto.com où je publie mes autres formations et évidemment celles sur Photolab. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du développement en pratique. Merci, bye bye.